Salut les investisseurs, dans cette vidéo, on va passer en revue les principales positions du portefeuille Fundsmith du meilleur gérant européen, à savoir Terry Smith. C'est un gérant britannique spécialisé sur les entreprises de qualité. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. On commence tout de suite cette vidéo. Donc ici, je vous propose la liste complète du portefeuille sur Dataroma qui suit les positions des principaux gérants. Au 31 décembre 2024, on a 38 entreprises en portefeuille. Ce portefeuille, il pèse 23 milliards de dollars, donc c'est quand même un paquebot. On voit que les 10 premières lignes qui s'arrêtent donc ici sont quand même assez concentrées. Donc, pour avoir la performance de ce portefeuille, il faut principalement en fait s'intéresser aux premières positions. Alors, on va sur Toyfin pour avoir ce top 10 et pour avoir les métriques. Alors, les différentes colonnes qu'on a ici, on a le ticker, donc le ticker boursier de l'entreprise, le nom d'entreprise, son secteur d'activité, la capitalisation boursière, sa croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans, le rendement des capitaux investis, la cherté de l'entreprise via la valeur d'entreprise sur l'EBITDA et le PER, l'endettement de l'entreprise via la dette nette sur l'EBITDA, le rendement du dividende, les free cash flow par rapport au bénéfice net pour vérifier la véracité de ce payout ratio. On commence tout de suite avec la première entreprise en termes de market cap. Il s'agit de Microsoft. On est sur 3 trillions de dollars US de market cap, une croissance en rythme annualisé sur 5 ans de 14,3%, donc c'est quand même bien comme niveau de croissance, une excellente rentabilité avec un rendement des capitaux investis de 24,5% et une entreprise qui se paye évidemment cher à 21 fois la valeur d'entreprise sur EBITDA et 32 fois les price earnings. Comme il y a de la croissance tout de même sur cette entreprise, le price earning forward à mon avis et même la valeur d'entreprise forward sont plus bas que ce qui est indiqué ici, ce qui veut dire que le marché quand même valorise pas forcément très chèrement la croissance future. Hein. Si on est par exemple sur du 25, donc on va se le mettre ça d'ailleurs, puisqu'on fait beaucoup de croissance dans ce portefeuille. C'est surtout un portefeuille qui est orienté qualité, mais quand on a de la qualité, en fait, ce sont souvent des entreprises de croissance. Donc on va voir les prévisions des analystes sur ces métriques-là. Voilà. Alors en termes de valeur d'entreprise sur EBITDA sur les 12 prochains mois, on a 18,3 et le PE forward il a 28,5 pour Microsoft. Il n'y a quasiment pas de dette, un rendement du dividende qui n'est pas très élevé parce que le payout ratio pour l'instant est faible. On a un payout un peu plus élevé que ce qui est indiqué ici, puisque les free cash flow sont plus bas que les bénéfices nets, mais rien d'alarmant. Donc Microsoft, entreprise de qualité et de croissance en même temps, ça commence à être pas si cher payé, vu que le Nasdaq a quand même bien baissé depuis quelques semaines. Donc il y aura peut-être un point d'entrée pour Microsoft. Ensuite, Alphabet, donc on est sur principalement la publicité digitale, mais également le moteur de recherche, mais également le cloud, donc activité diversifiée, 2,1 trillions de market cap, donc c'est une énorme boîte, évidemment, toujours une bonne croissance en rythme annualisé sur 5 ans de presque 17%, très bonne rentabilité, rendement des capitaux investis à 27%. En termes de valorisation, c'est pas si cher que ça en instantané, sur les 12 derniers mois, 15,4 en termes de valeur d'entreprise sur EBITDA, 22 en PER sur les 12 derniers mois. Et si on projette la croissance, si on prend les prévisions des analystes, on est à 12 en valeur d'entreprise sur EBITDA et 19,4 en termes de PER forward. Donc pas si cher payé. Google, à mon avis, c'est un point d'entrée intéressant à l'heure actuelle si vous êtes intéressé par cette entreprise. On a un rendement du dividende qui est symbolique, 0,34%, avec des free cash flow qui sont plus bas que les bénéfices nets, donc le payout ratio est un peu plus élevé que ce qui est indiqué ici, mais pas beaucoup plus. Voilà, on est largement en dessous de 50%, ce qui est notre seuil de sécurité pour le dividende. Donc, Alphabet, dossier de qualité s'il en est, pas si cher que ça, un rendement d'actionnaire qui va monter, donc moi je pense que c'est intéressant. On va se rajouter d'ailleurs le shareholder yield pour voir s'il y a du rachat d'actions. Pour Microsoft d'ailleurs, il y a du rachat d'actions, puisqu'on voit que c'est supérieur, et pour Google, on a un énorme rachat d'actions, vu que ce rendement de l'actionnaire est plus élevé que le dividende. Ouais, il y a 3,3% de rendement de l'actionnaire, donc c'est quand même très bon. Alphabet, moi je pense que là, il y a quand même un bon timing à avoir. Meta, on est sur le géant des réseaux sociaux, 1,6 trillion de market cap, on est sur 18,4% de croissance en rythme annualisé sur 5 ans, donc ça c'est très bon, forte croissance toujours. Rendement des capitaux investis à 27%, excellente rentabilité. En valeur d'entreprise sur EBITDA, sur les 12 derniers mois, on a 18, sur les 12 prochains, on a 14, donc ça, c'est pas si cher payé que ça. En PER, on a 26,2 pour les 12 prochains mois et 25 pour les 12 prochains. Pareil, là-dessus, on est sur des métriques de cherté qui commencent à être intéressantes, sur Meta aussi. Rendement du dividende à 0,34, on est sur un rendement d'actionnaire qui est à 3%, donc en fait, on privilégie les rachats d'actions. Le payout ratio
est légèrement plus élevé que ce qui est indiqué ici. Mais ce qu'il faut prendre en considération d'ailleurs, et c'est la même chose pour les dossiers précédents, c'est que les free cash flow, il vaut mieux qu'ils ne soient pas trop mangés par le dividende, donc des payout ratio faibles comme ça, c'est pas très grave, si on fait beaucoup de rachats d'actions. Et là, ça semble être le cas pour les 3 entreprises qu'on a citées. Donc Meta, il y a aussi beaucoup de rachats d'actions, excellent pour le rendement de l'actionnaire. Meta, à mon avis, aussi à mettre en watchlist, il y a bientôt peut-être un point d'entrée si vous êtes intéressé par l'entreprise. On continue avec Visa, l'entreprise, l'archétype de la qualité en entreprise, une entreprise de qualité. On est sur les services financiers, effectivement, sur les moyens de paiement, une market cap de près de 700 milliards de dollars US, une croissance du chiffre d'affaires rythme annualisé sur 5 ans qui est de presque de 9,5%. Tout à fait convenable. Rendement des capitaux investis, excellent, 34%. En cherté, par contre, c'est un dossier qui se paye plus cher que les autres, puisqu'on est sur une très forte visibilité sur la croissance des bénéfices et les cash flows. Donc, l'entreprise sur EBITDA de 26,5 sur les 12 derniers mois et de 24 sur les 12 prochains. Donc là-dessus, c'est un peu cher quand même. Au-delà de 20, pour moi, même au-delà de 17, 18, on commence à être cher. En price earning donc des 12 derniers mois, on est sur 35. Sur les 12 prochains, on est quasiment à 30. Là aussi, pour moi, c'est trop cher, Visa à ce niveau-là. Il n'y a pas de dette chez Visa quasiment. On est un rendement de dividende qui est à 0,7%. Le payout ratio est de 22%, ce qui n'est pas très élevé, ce qui est véridique en plus, puisque les free cash flow correspondent aux bénéfices nets. Et on voit qu'on a un rendement de l'actionnaire de 3,2%, c'est-à-dire que Visa rachète massivement ses actions, ce qui augmente le rendement des actionnaires. Si vous êtes un investisseur très long terme, Visa, ça peut être intéressant. Si ce n'est pas le cas, pour l'instant, il n'y a pas de point d'entrée, à mon avis, à ce cours-là. Philip Morris, donc là, on est sur un tout autre domaine, on est sur un producteur de tabac, on est sur une market cap de 234 milliards de dollars US, une croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans de 5%, donc c'est faible comme croissance. À voir en plus s'il y a la croissance organique et externe, parce que je pense qu'ils font de la croissance externe également. Excellent rendement des capitaux investis à 26%, ça c'est très bon. L'entreprise sur EBITDA de 17 sur les 12 derniers mois, 16 sur les 12 prochains, c'est quand même un peu cher pour une boîte très mature. Un price earning de 33 sur les 12 derniers mois, donc ça c'est cher par rapport aux 12 derniers mois, mais 21 pour les 12 prochains mois, c'est pas si cher que ça, mais on est quand même sur une boîte mature, donc ouais, ça reste quand même un peu cher. Endettement net de 2,7. Donc là, ça commence à être un peu lourd. Ça commence à être trop lourd même. Au-delà de 3, on va être un peu risqué, surtout pour cette industrie-là. Donc il y a un rendement du dividende à 3,6%. Et il n'y a pas de rachat d'actions apparemment, vu que même un peu de dilution, vu qu'on a 3,5 en termes de rendement d'actionnaire. Le payout ratio est, alors il est au-delà de 100%, sauf qu'on a plus de free cash flow que bénéfice net, donc il doit être peut-être à 80% à recalculer, mais c'est trop élevé, c'est une boîte trop mature qui se paye trop cher à l'heure actuelle. Moi, je pense que c'est pas un bon dossier à garder. Je sais pas pourquoi Terry Smith le garde en portefeuille, mais il s'y connaît plus que moi, donc il doit y avoir une raison. Stryker Corporation, donc on est sur un fabricant d'outils médicaux, d'appareils de tout ce qui est approvisionnement médical pour les cliniques et les hôpitaux. 145 milliards de dollars US de market cap, une croissance en rythme annualisé sur 5 ans de 9% quasiment, donc quand même une bonne croissance. Vraiment les capitaux investis à 12,5% pour une boîte US. Ça commence à être un peu faiblard. Pas pour une boîte européenne, mais pour une boîte US, c'est pas fantastique. On est sur une valeur d'entreprise sur EBITDA des 12 derniers mois de 25. Sur les 12 prochains mois, on a 22,2, donc ça se paye cher. En termes de pricing earning des 12 derniers mois, on a 49, c'est très cher. Et pour les 12 prochains, on a 28. Là, c'est un peu plus raisonnable. Donc, le marché anticipe une bonne croissance de cette entreprise, en tout cas une bonne croissance des bénéfices. C'est pour ça qu'on est un outil qui est cher en 12 derniers mois, mais pas si cher en termes des 12 prochains. Un peu de dette au bilan, 1,6 fois la dette nette sur EBITDA, c'est rien d'alarmant, donc il n'y a pas de problème. Il y a un rendement du dividende qui est à 0,9%, il y a peut-être un peu de rachat d'actions, puisqu'on a quasiment 1% en rendement d'actionnaire. Le payout ratio est à 40%, et en réalité il est plus bas que ça, parce que les free cash flow sont plus élevés que les bénéfices nets. Donc Stryker, peut-être que c'est pour les amateurs de croissance, je ne connais pas assez de dossiers, mais voilà, c'est uniquement pour de la croissance, pour un profil qualité, à mon avis ça se paye un peu cher quand même. ADP Automatic Data Processing, donc ils fournissent des solutions logicielles pour tout ce qui est ressources humaines, paiement des taxes, etc. Une croissance un peu faiblarde, on est à 6,4% de croissance en rythme annualisé sous 5 ans, la market cap est à 125 milliards de dollars US, rendement des capitaux investis qui est très bon, à 33,8%, une valeur d'entreprise sur EBITDA, donc valorisation 12 derniers mois et 12 prochains mois qui est cher, on est au-delà de 20, donc pour moi ça c'est cher. Sur les price earnings des 12 derniers mois, on est à 32, ça aussi c'est cher, et on est à quasiment 30 en 12 prochains mois. Donc, du coup, ça nous dit qu'il n'y a pas beaucoup de croissance des bénéfices en plus à attendre, puisque le multiple est quasiment le même entre les 12 derniers mois et les 12 prochains. Donc, ça c'est cher comme dossier, il n'y a pas de dette au bilan, un rendement du dividende à 2%,
un rendement de l'actionnaire à 2,9%, ça veut dire qu'il y a des rachats d'actions. Un payout ratio qui est à 58, mais on est avec des free cash flow plus élevés que les bénéfices nets, donc on est proche des 50%. Voilà. Automatic Data Processing, je pense que c'est trop cher à ce prix-là. Marriott International, un des leaders mondiaux de l'hôtellerie, on est sur un market cap de 72,4 milliards de dollars US, une croissance qui est faible à 4,3% en rythme annualisé sur 5 ans. Un rendement des capitaux investis à 25%, ça c'est pas mal, bonne rentabilité. Valeur entreprise sur EBITDA 12 derniers mois à 19,3, c'est un peu cher. Les 12 prochains mois, on est sur du 16,3, donc là, ça commence à être raisonnable. On est sur un PER des 12 derniers mois à 31,5, c'est quand même cher, mais les 12 prochains mois, on a 25,7. Ça me semble cher aussi, parce qu'on n'a pas une forte croissance. Donc, en tout cas, le marché s'attend à une forte croissance des bénéfices, mais c'est pas une forte croissance des chiffres d'affaires. Donc, il doit y avoir peut-être de l'exceptionnel qui est anticipé l'année prochaine, ou peut-être qu'il y a eu temporairement de l'exceptionnel cette année, c'est pour ça que le multiple sort un peu élevé sur les 12 derniers mois. Donc ça, c'est à analyser pour Marriott. On est sur un endettement net de 3,3 fois la dette nette sur EBITDA. Est-ce que c'est le moment de paniquer sur cette boîte? Non, parce qu'en fait, c'est l'hôtellerie, ils ont beaucoup d'immobilier, ils ont un peu de visibilité sur les free cash flow. Je pense que c'est pas si grave que ça d'être endetté au-delà de 3 fois. On est sur un rendement du dividende qui a 1%, mais un rendement d'actionnaire de 6,2%. Donc il doit y avoir des énormes rachats d'actions. On a des free cash flow qui sont plus bas que les bénéfices nets, avec un payout ratio qui est à 28%, qui est en réalité à 35% avec les free cash flow. Donc rien d'alarmant. Bon rendement de l'actionnaire chez Marriott. Un multiple 12 prochains mois qui est pas si élevé que ça, mais bon, on n'est pas sur une boîte de croissance, donc c'est peut-être un peu élevé. Je pense qu'il y a eu d'exceptionnel pour expliquer qu'il y a une telle différence entre les price earnings, alors qu'il n'y a pas beaucoup de croissance. Marriott a analysé plus en détail, mais je pense que c'est pas si intéressant que ça. IDEX Laboratories, ils sont spécialisés dans les analyses, la biologie animale, en fait, donc pour les vétérinaires. 35 milliards de dollars US de market cap, 10% de croissance en rythme annualisé sur 5 ans, donc ça c'est pas mal. Rendement des capitaux investis à 37%, c'est excellent. Valeur entreprise sur EBITDA à 26 pour les 12 derniers mois et à 25 pour les 12 prochains, ça c'est cher, c'est trop cher je pense. Mais bon, ils payent peut-être la croissance et l'énorme rentabilité, enfin le marché. On est sur 40 fois les bénéfices sur les 12 derniers mois, 36 fois les bénéfices sur les 12 derniers mois, c'est hyper cher, il n'y a quasiment pas de dette au bilan, des free cash flow équivalents bénéfices nets à peu près, et il n'y a pas de dividende qui est versé, mais il y a des rachats d'actions, je pense, parce qu'on a vraiment l'actionnaire à 2,3%. IDEX Laboratories, pareil, là c'est bon, il y a la croissance et la rentabilité, ça c'est de la qualité, mais ça se paye beaucoup trop cher, je trouve. Waters Corporation, ils font, je ne sais plus, je crois que c'est healthcare, donc il doit faire ça avec des cliniques ou un acteur du marché de la santé en tout cas. Market cap de 23,3 milliards de dollars US, une croissance qui est faible à 4,2% en rythme annualisé sur 5 ans. On est sur un rendement des capitaux investis à 20,4, donc ça c'est une bonne rentabilité tout de même. Et là le multiple pareil, il n'y a pas de croissance. On est à 23 sur les 12 derniers mois en termes de valeur entreprise sur EBITDA, à 22 sur les 12 prochains, donc pas beaucoup de croissance et des multiples élevés. Un PER de 37 sur les 12 derniers mois et de 31 sur les 12 prochains. Je comprends pas cette valorisation, c'est quand même cher, même si ce sont des boîtes de qualité, ça reste cher, il n'y a pas de croissance. Endettement net sur EBITDA 1,3, donc il n'y a pas trop de dette, ça va, et free cash flow équivalent au bénéfice net, mais il n'y a ni dividende ni rachat d'actions, puisque le rendement d'actionnaire est négatif, donc il y a même un peu de dilution à mon avis. C'est tout pour cette revue du portefeuille, du top 10 de portefeuille Fundsmith de Terry Smith, investisseur dans la qualité. Si je donne mon avis sur les boîtes à retenir dans cette sélection, moi je prendrai Alphabet, avec à mon avis un cours d'entrée à ce prix-là, Meta Platforms qui est légèrement plus fort, qui est plus fortement valorisé, légèrement plus cher, mais il y a un peu plus de croissance. Donc ça c'est deux dossiers à examiner de plus près. Et je pense que ça sera tout, parce que le reste c'est soit trop cher, soit finalement de pas assez bonne qualité, paradoxalement, par rapport... non, c'est souvent que c'est trop cher en fait, par rapport à la qualité que c'est. Même si ce sont toutes des boîtes de qualité, mais elles sont trop chères, sauf, à mon avis, Alphabet et Meta Platform. J'espère que cette analyse vous a intéressé. Si c'est le cas, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt!